Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast où je vais vous parler d'une de mes dernières lectures qui est En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves Maxwin. Pour ceux qui n'ont jamais écouté un de mes podcasts, je suis Pauline, j'ai 37 ans, je suis médecin généraliste en Belgique et je partage avec vous sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, donc Allez mieux avec Pauline, des astuces et des idées concernant trois sujets principaux, le bien-être psychologique, l'indépendance financière et le minimalisme. Ce qui est passionnant avec la simplicité et le minimalisme, c'est que peu importe le nombre de livres que vous lirez sur le sujet, vous découvrirez toujours de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir les choses. Vous découvrirez une façon de penser que vous n'aviez pas pu imaginer auparavant. Et c'est ce que j'aime avec le fait de regarder des documentaires et lire des nouveaux livres. Et c'est pour ça que je ne me lasse jamais de lire sur ce sujet. Une première remarque que j'ai trouvée intéressante dans ce livre, c'est que nous sommes en fait guidés à consommer certaines choses et que nos achats sont en partie dictés par autrui. Personnellement, je n'avais jamais vu les choses de cette manière, mais c'est bien vrai, il faut se rendre à l'évidence, les publicités et les médias nous disent un peu quoi acheter, un peu beaucoup en réalité. Je m'en suis rendu compte quand Pierre-Yves Maxwin explique au début de son livre vouloir remettre en question un mode de consommation, dit-il, lié à des standards imposés par le marketing et qu'il n'a plus envie d'acheter ce qu'on lui dit d'acheter. Très clairement, les gens qui consomment énormément de télévision et de réseaux sociaux ont une façon de consommer qui est très différente de ceux qui passent beaucoup de temps dans la nature et qui ont des hobbies non électroniques. Vous remarquez rapidement, quand les gens cessent d'être soumis aux influences marketing, leur centre d'intérêt et donc leurs envies d'achat changent complètement. Cela est particulièrement frappant chez les enfants puisque vous allez passer, si vous avez un enfant que vous abreuvez de télévision et de réseaux sociaux et de vidéos courtes et je ne sais quoi, vous allez avoir des enfants, par exemple pour les garçons, qui adorent jouer à la guerre, qui adorent la violence, qui vont faire des dessins bizarres, et puis des petites filles qui auront envie de s'habiller de manière très discutable ou qui auront envie de mettre des tonnes de maquillage, qui vont commencer à avoir des maniérismes. Voilà. Et puis, une fois que vous enlevez ces influences à ces enfants-là, ils vont commencer à s'intéresser tout naturellement à la nature, à la science, être un peu plus, voilà, un peu plus spontané, un peu plus naïf, un peu plus enfant, tout simplement. Pour les adultes, c'est la même chose. Je me rends compte que les gens qui regardent beaucoup la télé, qui regardent beaucoup les réseaux sociaux, vont avoir tendance à être très, pas tous, je ne veux pas généraliser bien sûr, mais j'ai remarqué que une certaine proportion des personnes qui étaient très absorbées par les écrans, une certaine proportion de ces personnes avaient tendance à consommer tout et n'importe quoi et acheter des tonnes de gadgets qui servent à rien et avoir plus de problèmes financiers que ceux voilà, qui sont plus simples et qui n'ont que faire en fait de toutes ces choses dont on vous vante les mérites sur les écrans. Après, évidemment, j'ai pas de statistiques, c'est pas quelque chose de scientifique ce que je vous dis, mais c'est ma perception en fait, c'est ce que j'ai remarqué moi autour de moi. Un des points suivants que j'ai trouvé intéressant, c'est que, enfin, c'est l'idée que les désirs des autres influencent nos achats. En fait, dans son livre, donc le motto du livre, enfin l'idée qui revient tout le temps, la question qui revient tout le temps, c'est effectivement, c'est clairement dit dans le titre, hein, en as-tu vraiment besoin? C'est de savoir, quand tu achètes quelque chose, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et qu'est-ce qui influence ton envie d'acheter cette chose? Et donc, en fait, à un moment, l'auteur, donc Pierre-Yves Maxwin, explique que parfois on achète des choses pas parce que nous on les veut, pas parce que nous on les veut, mais parce que les autres le veulent, les veulent. Et j'ai un peu réfléchi à la question. Et effectivement, ça a plusieurs, enfin, ça a plusieurs fonctions d'acheter ce que d'autres pourraient potentiellement vouloir. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes à une période où c'est la mode de mettre des manteaux à fourrure, par exemple, tout le monde a peut-être envie de mettre un manteau à fourrure. Enfin, il y a aussi l'effet de masse qui fait que même ceux qui n'en veulent pas finiront par en acheter un. Donc, du coup, ça vous permet, en faisant comme tout le monde, donc en achetant ce que les autres veulent à ce moment-là, donc ce qui est à la mode, vous allez être plus accepté socialement. Par ailleurs, ça peut être vu par les autres aussi comme une preuve de réussite. Et donc, vous pouvez finalement avoir envie d'acheter ça parce que tout le monde en a envie. Et parce que si vous achetez ce dont tout le monde a envie, par exemple, même ceux qui ne peuvent pas se le payer, ben vous faites partie des gens qui peuvent se le payer. Donc, ça veut dire que vous avez réussi dans la vie. Et enfin, ça vous permet, donc le fait d'acheter quelque chose que beaucoup de gens ont envie d'acheter. Exemple, je sais pas moi, je reviens toujours à la grosse voiture de marque de luxe, eh bien, ça vous permet de vous sentir normal, adapté, accepté. Là où vous voyez à quel point ça a une influence dans votre vie sociale, c'est quand vous faites l'inverse. Quand vous n'achetez pas ce que les autres désirent, vous voyez un peu les conséquences.
personnellement, je vais vous parler d'une petite anecdote personnelle. Donc, j'ai pas eu de voiture jusqu'à mes 27 ans parce que je trouvais ça pas écologique et je n'en voulais pas. Mais quand j'ai eu des enfants et que j'ai déménagé un peu, enfin que j'ai déménagé, j'étais obligée d'avoir une voiture parce qu'en tant que médecin, je pouvais pas ne pas avoir de voiture, obligée de faire des visites à domicile, etc. Donc je pouvais pas respecter en fait mon contrat de travail sans avoir de voiture. Donc je me suis retrouvée coincée à devoir acheter une voiture. Mais néanmoins, j'avais pas pour autant envie de m'endetter de 30 000 euros pour acheter une voiture. Donc j'ai acheté juste la première voiture pourrie qui m'est passée sous le nez, je vais dire. Je l'ai acheté cash et voilà, aucune dette et je m'en sortais très bien. Et puis cette voiture n'avait pas beaucoup de problèmes. Donc voilà, pour moi, le problème était réglé. J'avais ma voiture et voilà. Mais quand même, j'ai remarqué que le fait d'acheter une petite voiture, entre guillemets, pourrie, ça fait que, il y avait plein de conséquences sociales. Donc, des gens qui te regardaient de haut, qui avaient des regards désapprouvants, qui montraient leur mépris, qui ne disaient carrément pas bonjour et qui dévisageaient clairement la voiture qui leur avait rien fait, entre guillemets. Et c'est marrant parce que à cette époque-là, justement, enfin, je veux dire, je m'en sortais bien, quoi. J'avais pas de dette, j'avais pas de problème financier particulièrement, mais je trouvais ça frappant, en fait. C'est vrai que je me sentais pas toujours à l'aise devant les réactions des gens, mais quand même, je trouvais ça quand même assez marrant de me dire que, tiens, celui-là qui se gare à côté de moi, peut-être il est surendetté, mais cette personne est mieux acceptée socialement que moi qui vis à la hauteur de mes revenus. Je n'achète que ce que je peux acheter cash, quoi, vous voyez. Et voilà, donc moi, j'avais pas personnellement envie d'acheter cette voiture de luxe parce que je sais les tenants et aboutissants. Enfin, je sais que je vais devoir m'endetter, je sais que je vais devoir, à chaque fois qu'il y aura un pépin avec la voiture, qu'il y aura une réparation à faire, ça va me coûter les yeux de la tête. Alors qu'avec ma petite voiture de marque normale ou bas de gamme, entre guillemets, j'aurais pas ce problème puisque les réparations ne coûtent pas cher. Et donc, j'avais envie de faire la même chose. Mais donc, ici, c'était juste pour vous donner en fait un exemple de quand la société nous pousse en fait à acheter quelque chose que eux désirent, que les autres désirent, pas quelque chose que vous voulez personnellement. Point suivant, la vraie liberté, c'est de ne pas acheter. À un certain moment du livre, l'auteur Pierre-Yves McSween dit que la liberté, c'est aussi le pouvoir de ne pas s'emprisonner. Je pense qu'à ce moment-là, il parlait des dettes ou quelque chose comme ça. Et donc, la liberté, effectivement, c'est de savoir ce que vous voulez, de ne pas vous sentir obligé de consommer ce que les autres veulent. De savoir ce que vous voulez, effectivement, c'est-à-dire peut-être que vous voulez plus de temps libre, travailler moins, ce qui veut dire avoir un moindre train de vie aussi. Peut-être que vous avez envie de passer plus de temps dans la nature, faire du sport, enfin bref, avoir du temps de manière globale. Peut-être que vous avez envie d'investir du temps avec vos enfants, de terminer à l'heure pour aller les chercher à l'école, par exemple. Et même si votre train de vie est moindre, peut-être que vous êtes plus riche d'une certaine manière puisque vous avez pu vous défaire en fait de cette sensation que vous étiez obligé de faire comme tout le monde. Je peux pas vous dire le nombre de personnes que je connais qui laissent leurs enfants à la garderie de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures, les deux parents, pour se permettre deux voitures de luxe et une grosse maison. Ça, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Et, enfin, c'est une question de priorité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Si c'est votre truc, faites-le. Mais je veux dire, euh, parfois, les gens font ça parce qu'ils sont dans une mentalité où il faut réussir et l'épreuve de la réussite, c'est d'avoir la grosse maison et la grosse voiture et donc il faut tout sacrifier pour ça. Finalement, le fait de penser comme ça, c'est aussi une espèce de prison, hein. C'est de penser que la réussite, c'est d'avoir plein de choses, que la réussite, c'est d'avoir... Finalement, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de cash, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'économies, mais ils ont des signes de richesse. Donc ça, c'est une première mentalité qui fait que vous avez une définition de la richesse basée sur ce que vous possédez comme objet. Alors que la vraie richesse, c'est d'avoir une balance nette positive, c'est d'avoir voilà, d'avoir suffisamment pour vivre, etc., de ne pas avoir de réels problèmes financiers. Et en fait, j'avais aussi une anecdote que je voulais vous raconter. Donc, quand j'étais à l'université, je me souviens comme ça que donc j'avais mon amie, enfin, j'avais une amie, une très bonne amie avec qui je restais tout le temps, on était tout le temps ensemble en cours, etc. Et puis, cette amie, en fait, elle était un petit peu dans cette mentalité de surconsommation et dans cette mentalité de je ne peux rien faire sans payer. Et donc, elle m'invitait tout le temps à des événements, mais moi, j'étais pas très, très riche, quoi, donc je pouvais pas me permettre nécessairement d'aller à ces activités-là. Et puis, un jour, je me souviens que je lui ai dit, tiens, mais pourquoi on n'achèterait pas juste une bouteille de boisson et on va s'asseoir dans le parc? Parce que bon, j'appréciais sa compagnie et puis on rigolait toujours énormément ensemble. Donc, je pense que qu'on soit assise dans un couloir, qu'on soit assise dans un bar ou qu'on soit assise dans un parc n'avait pas beaucoup d'importance, en tout cas pour moi. Et
sa réponse m'avait un peu surprise et je m'étais sentie vraiment honteuse quand elle m'avait répondu. Elle m'avait dit, mais on va faire quoi en fait? On va regarder les canards. Enfin, je veux dire, sa réaction, c'était un peu genre, qu'est-ce que tu vas aller faire dans un parc? Et au fait, je voyais pas quel était le problème au fait d'aller s'asseoir dans un parc, mais je pense que c'est plus sa propre mentalité à elle qui fait que, ok, sortir avec une amie, bah, c'est forcément payer voilà, 5 euros le verre, alors que tu as la même boisson à 1 euro. Et, enfin, je veux dire, je me serais aussi bien amusée avec elle dans un parc que dans un bar, voire davantage. Point suivant, relax, tout cela n'est pas obligatoire et heureusement. Finalement, les tentacules du consumérisme se sont tellement immiscés dans l'esprit des gens que ça devient de pire en pire. Quand j'étais gosse, c'est-à-dire il y a 30 ans de ça à peu près, les fêtes d'enfants, c'était juste des fêtes d'enfants, c'est-à-dire quelques serviettes, une glace, un petit gâteau et jouer dans le jardin, quoi. C'était ça une fête d'enfant, quand j'étais petite en tout cas. Enfin, sûrement qu'il y avait des fêtes un peu chic aussi à l'époque, mais je veux dire, je ne pense pas qu'à l'époque il y avait cette habitude en fait de dépenser des centaines d'euros pour une fête d'enfants. Ça, je ne pense pas. Et donc, en fait, je me souviens que quand j'étais en train de rédiger cet article, en lisant, je le rédigeais en même temps que j'étais en train de lire le livre, et j'avais parlé justement de ces fêtes d'enfants qui m'avaient un peu choquée, parce que ici, c'est vraiment la surenchère, quoi. Donc, il y en a un qui va faire la fête d'enfants dans une plaine de jeux intérieurs. Ça coûte hyper cher. Puis après, il y en a un qui fait ça dans un parc de trampoline intérieur. Puis après, voilà. Finalement, des fois, j'ai l'impression qu'on va finir par faire une fête d'enfants aux Bahamas, quoi. Et en fait, après, un petit peu plus loin dans le livre, justement, l'auteur en parle. Et ça m'avait frappé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est, comme j'ai dit, je trouve que ça devient de pire en pire, en fait. Tellement on influence les gens, tellement on leur fait croire, en fait, que pour être de bons parents, pour être des personnes valables, en fait, il faut toujours dépenser des fortunes. Et à un moment, j'ai même arrêté en fait de faire des fêtes d'enfants pour mes enfants parce que je supportais plus cette surenchère et aussi parce que du fait que chaque couple de parents finalement allait de plus en plus loin dans les dépenses, parce que je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de compétition où chacun essaie de faire mieux que l'autre ou en tout cas aussi bien. Donc toi, tu es là et tu te dis, ok, moi aussi, je dois faire au moins autant qu'eux. Et puis, en fait, donc, pendant 2 ans, j'ai pas fait de fête, je pense. Et c'est justement ce processus de minimalisme. Et puis, à la fin, je me suis enfin, entre guillemets, libérée de cette pression financière. Et je me suis dit, mais zut, mon fils me réclamait juste une fête d'anniversaire. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me casse la tête? J'ai pas besoin de faire comme les autres parents. C'est pas obligatoire, quoi. D'où le titre de cette section. C'est pas obligatoire. Et heureusement. Et puis je me suis dit, mais je vais juste les inviter, ils vont juste jouer à la maison et puis c'est tout, hein. Je veux dire, je vais acheter un gâteau, je vais acheter des petites boissons, des petites chips et puis des serviettes et puis voilà, c'est tout. Ils vont quelques ballons, voilà, quelques ballons, une décoration minimale, vraiment. J'ai juste gonflé des ballons, je les ai mis sur le sol, des petites guirlandes en papier, ça pollue même pas. Les ballons, oui, mais bon là, j'en ai pas mis tellement que ça. Et, et voilà, et finalement, les enfants se sont tellement amusés, je peux dire très honnêtement qu'ils se sont autant amusés à la maison avec un anniversaire qui coûtait pas cher, qu'ils ne se sont amusés dans un parc d'attractions qui coûtait des centaines d'euros pour la fête. Donc ça, c'est quelque chose, je sais pas, j'avais envie de vous en parler. Point suivant, l'importance du fonds d'urgence. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez aller consulter mon dossier numéro 6, Indépendance financière et éducation financière de base. C'est un article qui vous donne des bases en fait en termes d'éducation financière si vous ne touchez pas l'acquis, entre guillemets, ou si vous connaissez rien en termes d'indépendance financière, d'éducation financière, eh bien, je vous parle dans cet article également de l'importance du fonds d'urgence. Donc l'auteur, qui est, de ce que j'ai compris dans ce qu'il écrit, il est issu d'un milieu modeste puisqu'il me parle, enfin il me parle, il parle à ses lecteurs, je veux dire, du fait qu'il a peur des dettes, en fait, qu'il a toujours eu peur des dettes et que quand il était étudiant, il a vécu très chichement pour pouvoir voilà, joindre les deux bouts, entre guillemets. Et donc, en fait, dans son livre, Pierre-Yves Maxwin souligne le fait que les imprévus peuvent déclencher pardon, un entêtement. Ça peut être un accident, un changement de situation, ça peut être, voilà, j'ai déjà vu aussi chez des patients une maladie, voilà. Et donc, il dit en fait que statistiquement, ce genre de déconvenu, ça arrive à tout le monde en fait, et que le fait de ne pas avoir de cash disponible, ça peut vraiment vous mettre dans les problèmes. Et donc, en fait, il souligne l'importance, plutôt que de passer son temps à s'endetter pour acheter des signes de richesse, d'avoir justement un fonds d'urgence. Il souligne aussi le fait que même si on a un salaire mensuel élevé, on peut quand même être en précarité financière en fonction de ce qu'on fait avec son argent.
Mais ce que j'ai surtout aimé dans ce livre, enfin, la remarque que j'ai surtout aimée sur le fonds d'urgence dans le livre de Pierre-Yves McSween, c'est euh, que justement, il dit les signes de richesse, la grosse voiture, la grosse maison, les vêtements de marque, etc., c'est quelque chose qui tape à l'œil. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, alors que c'est quelque chose qui ne rend pas les gens, qui ne met pas les gens en sécurité financière, loin de là, puisque ça représente, comme le dit Morgan Housel, un argent que les gens n'ont plus, n'est-ce pas? Et il dit en fait que voilà, le fonds d'urgence, les gens ils viennent pas vous parler de leur fonds d'urgence. Donc tu vas pas aller trouver ton copain en disant tu sais moi j'ai autant d'argent de côté, voilà si j'ai un pépin, j'ai vraiment aucun souci, voilà. Et donc il dit en fait enfin de ce que je comprends de ce qu'il veut dire, c'est pas quelque chose de vraiment glamour et donc on aura peut-être moins tendance à épargner que de vouloir s'acheter des signes de richesse, alors que justement, ce qui vous sauve quand vous avez un pépin, ce qui vous sauve quand vous tombez malade, ce qui vous sauve quand, je sais pas moi, vous avez un accident, c'est justement d'avoir une somme de côté. C'est pas le fait d'avoir une voiture de luxe, c'est pas le fait d'avoir une grosse maison ou d'avoir plein d'emprunts. Point suivant, le piège du confort. Le problème avec le confort, c'est que plus on en a et moins on a l'habitude de faire des efforts. Malheureusement, le confort se paye de plusieurs façons. Première façon dont le confort se paye, bien sûr, c'est de manière financière, puisque vous allez, pour avoir plus de confort, pour rivaliser aussi notamment avec les autres, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Exemple, si vous ne supportez pas d'avoir un petit peu froid sous la douche, vous allez laisser couler l'eau pour rien. Vous allez mettre le chauffage, même quand il ne fait pas vraiment froid. Vous allez allumer la lumière, même quand il fait encore clair dehors. Vous allez prendre la voiture systématiquement au lieu de prendre le vélo ou d'aller à pied. Vous allez acheter des plats préparés, etc. Et donc, le confort, si vous courez après le confort, ça veut dire que vous cherchez constamment la facilité, mais c'est un peu un cercle vicieux parce que plus vous avez de confort, moins vous tolérez l'inconfort. Donc, vous devenez quelqu'un de conditionné et donc, vous devenez aussi, vous supportez moins de choses, vous avez moins tendance à être actif, vous vous dépassez moins et donc vous allez moins être ouvert à de nouvelles expériences. Par ailleurs, si vous êtes vraiment accro au confort, si vous ne supportez pas les risques et si vous ne supportez pas les imprévus et un peu l'inconfort, vous allez peut-être voilà, vous emprisonner dans des dettes et vous pourriez aussi rester par exemple dans un emploi stable avec un bon salaire, mais qui vous bousille la santé, par exemple, juste parce que ça vous donne le confort de la paye. Pour parler de ma situation personnelle concernant le confort, j'ai pris l'habitude de ne pas m'économiser. Et je vous mettrai aussi le lien d'une vidéo que j'ai vue sur un vieil homme qui vit dans la nature. Et il explique dans sa vidéo justement que lui, il n'est pas là pour s'économiser. C'est un homme qui vit sans eau courante, sans électricité ni rien. Moi, j'en suis pas à ce stade-là, mais en tout cas, j'ai pris l'habitude par exemple, même quand je dois aller au magasin, si le magasin est à 30 minutes à pied, si je veux pas acheter trop de trucs et que c'est pas trop lourd pour moi, je vais y aller à pied, ça me fait 1 heure de marche. Et je vois ça comme quelque chose de positif, ça me permet de faire de l'exercice. Ou bien, tu vois, je vais essayer de vivre, même s'il fait un peu froid, je vais essayer de me passer de chauffage, etc. Parce que je me dis toujours, quand vous vous endurcissez, quand vous vivez un petit peu plus simplement et que vous avez besoin de moins de confort, ce sont aussi des choses que vous ne payez pas. Des choses que vous ne payez pas, ça veut dire que vous avez plus de liberté, plus de temps libre et aussi moins de stress, moins de pression financière. À ce niveau-là, je dois dire que j'ai été un petit peu influencée par Peter Lawrence, qui a écrit The Happy Minimalist. C'est un homme qui est extrêmement minimaliste et je vous mettrai aussi le lien dans la description avec une vidéo de son mode de vie qui a fait vraiment des millions de vues sur YouTube et vers son livre. Cet homme-là, il m'a aussi inspiré parce qu'il est décomplexé en fait par rapport à son mode de vie simple. C'est-à-dire, il a pas peur qu'on le traite de radin ou autre. Il explique en fait qu'il veut vivre de manière aussi plus naturelle, plus simple. Et effectivement, pourquoi allumer la lumière quand il y a encore de la lumière dehors, même s'il fait un tout petit peu clair? Pourquoi mettre le chauffage quand vous n'avez pas super froid? Pourquoi mettre le chauffage dès qu'il fait un tout petit peu froid? Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet homme-là, vraiment, il m'a encouragé en fait à vivre encore plus simplement. Et d'ailleurs, j'admire beaucoup ce minimaliste. Point suivant, les cartes de fidélité. Dans le livre En naturellement besoin, il y a une section sur les cartes de fidélité et personnellement, j'ai tout supprimé parce que en fait, en arrêtant de consommer énormément, en minimalisant, eh bien, j'ai arrêté simplement d'aller dans beaucoup de magasins et j'ai perdu tous mes avantages clients en fait du fait de ne plus consommer énormément parce que les avantages que vous avez finalement, ils vous donnent une proportion minime enfin, en réduction.
à condition que vous consommiez énormément. Et par ailleurs, même les magasins qui ne vous demandent pas de consommer énormément, par exemple les supermarchés, eh bien, voilà, grosso modo, ils vous donnent des cacahuètes pour pouvoir vous espionner au niveau de votre consommation, vos informations personnelles et d'avoir un historique de toutes les choses que vous achetez sur votre nom, pour votre ménage. Enfin, c'est quand même, quand on y pense, allez, on scanne sa carte à chaque fois, mais quand on y pense, c'est vraiment une brèche dans la vie privée à laquelle vous contribuez, à laquelle vous consentez quelque part. Non seulement ça vous permet d'avoir moins de cartes dans votre porte-monnaie, ça vous permet d'avoir moins de choses auxquelles vous devez penser, mais aussi ça vous permet de défendre votre vie privée. Personnellement, maintenant, je consomme tellement peu que je m'en fiche vraiment pas mal de perdre 1 ou 2 euros sur le prix de mes courses de réduction, juste parce que j'ai pas de carte de fidélité. Parfois, les vendeuses me regardent avec un air tellement choqué. Et parfois, vous avez aussi des vendeuses qui vous disent mais vous savez, si vous avez une carte de fidélité, vous allez recevoir 10% de réduction. Oui, 10% de réduction une fois sur le premier achat, et puis après, je serai tracée toute ma vie. Donc, pour moi, vous savez, c'est ça aussi, hein, le fait d'être minimaliste, le fait d'être simple, ça fait que vous êtes plus accroché au moindre euro, parce que en fait, vous économisez naturellement. Et donc, vous vous en fichez pas mal. Et c'est aussi une question de priorité. À la fin, pour moi, la liberté, c'est plus important. La vie privée, le libre arbitre, c'est plus important. J'ai plus envie de recevoir des tonnes d'emails pour me conseiller tel ou tel produit. J'ai plus envie qu'on sache que je suis allée dans tel magasin tel jour à telle heure, que j'ai acheté des haricots et des pommes de terre. Enfin, je sais que ça n'a pas beaucoup d'importance. Beaucoup de gens se disent oui, mais qui suis-je? Tout le monde s'en fout pas mal tout le monde s'en fout pas mal que je consomme ça ou ça. Mais je pense quand même qu'au niveau du confort de vie et surtout quand on voit la société dans laquelle on évolue, où il y a vraiment voilà, plus de respect de la vie privée, je pense que ça vaut la peine de se garder un espèce de jardin secret, de se garder une espèce d'espace qui est rien qu'à vous, où le reste n'a pas accès. Point suivant, le minimalisme bancaire. Dans son livre, l'auteur explique qu'il préfère mettre tout son argent dans une seule banque plutôt que de multiplier les comptes bancaires. Pour moi, le minimalisme bancaire, ça a aussi été bénéfique. J'ai supprimé plusieurs comptes parce que à la base, j'avais ouvert plusieurs comptes. Pourquoi? Parce que je suivais des conseils de certains gourous en indépendance financière qui vous disent que c'est mieux d'avoir un compte pour chaque but ou chaque projet, enfin peu importe. Et finalement, tout ce que ça a fait pour moi, c'est de multiplier les frais bancaires, alors qu'avec un seul compte bancaire, je peux très bien me débrouiller. Et voilà. Et par ailleurs, je voulais aussi mentionner le conseil de Vicky Payer, qui est auteure du livre Vivre avec moins et du blog du même nom. Et elle explique que elle, de son côté, elle essaye de minimaliser le nombre de transactions sur son compte bancaire. Donc, elle essaye de faire en sorte d'acheter moins souvent des choses. Donc, par exemple, je pense qu'à un moment dans une de ses vidéos, elle disait qu'elle ne dépense rien du lundi au jeudi ou quelque chose comme ça. Et donc, pour la comptabilité, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand tu ouvres ton application bancaire et que tu trouves très peu de transactions, tu vois directement où est parti ton argent. Point suivant, se méfier des conseils d'autrui. Là, pour le coup, je suis le conseil du conseilleur qui te conseille de ne pas écouter. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il conseille, mais je veux dire, il explique en fait dans un de ses chapitres que les autres ne sont pas toujours de bons conseils, tout simplement parce qu'ils n'ont pas toujours transparent par rapport à leur motivation. En plus de ça, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et ces conséquences sont uniquement apportées par vous-même. Pour faire le parallèle avec ma situation personnelle, très souvent, on m'a conseillé de prendre un crédit. C'est rien, prends juste un crédit. C'est rien, prends juste un crédit. Prends juste un crédit pour acheter une énorme maison, prends juste un crédit pour acheter une BMW. Pourquoi tu n'achètes pas un crédit pour acheter une voiture de luxe? Et puis après, même quand j'ouvre mon application bancaire, ah bravo, vous avez économisé. Pourquoi vous ne prenez pas un découvert? Et puis à chaque fois, vous avez des pop-up dans cette application qui me tend des pièges comme ça. Mais bon, après, j'y suis totalement imperméable. Donc avec moi, ça fait rien du tout. Mais je veux dire, c'est clair que à gauche et à droite, on vous dit faites ci, faites ça. Puis vous avez l'application bancaire qui vous dit commencez à faire des investissements et puis il vous conseille en fait d'investir votre argent dans quelque chose qui va vraiment vous rapporter des cacahuètes. Alors que si vous investissez vous-même sur un compte titre ou sur des prêts en ligne, vous pouvez vous faire un pourcentage bien plus élevé. Même mon courtier, qui est censé me conseiller quelque chose qui est voilà, avantageux pour moi, me conseille des choses qui n'ont aucun sens comparé aux investissements que je fais à côté. Je lui ai déjà expliqué, malgré tout, il continue quand même à me dire que sa solution à lui est plus avantageuse, alors que le taux de rendement est 10 fois moindre de ce que j'ai maintenant pardon, en temps réel, quoi.
Maintenant que je suis un petit peu plus vieille, je suis bien contente de ne pas avoir écouté ces conseils parce que maintenant j'ai une valeur nette positive et j'ai aucun crédit, je n'ai aucune dette et je m'en sors bien. Donc, je veux dire, si j'avais suivi ces conseils, donc ces conseils de gens qui me disent grosso modo de faire comme eux-mêmes ont fait, je serais à l'heure actuelle surendettée. Donc, je suis bien contente de ne pas avoir écouté leurs conseils. Donc, je pense que ce chapitre de l'auteur de Pierre-Yves Maxwin est tout à fait judicieux. Point suivant, c'est une réflexion personnelle. Choisir la richesse ou l'apparence de la richesse. Dans un des chapitres du livre, Pierre-Yves Maxwin vous parle de ses remarques sur les voitures neuves. Il explique que parfois, il a des étudiants en management qui se plaignent d'avoir un budget trop serré, mais qui roulent quand même en voiture neuve. Et que, voilà, quand ça arrive, il se permet de faire la remarque à l'étudiant. Par ailleurs, l'auteur fait aussi la remarque que pour beaucoup de gens, il n'y a pas de place dans le budget familial pour épargner pour les études des enfants, mais qu'ils trouvent quand même l'argent pour s'acheter une voiture. Ce chapitre, en fait, m'a fait réfléchir sur le fait que la vision de la richesse varie en fonction des gens et que pas mal de gens ont une certaine vision de la richesse selon laquelle ils pensent que quand ils auront la grosse voiture et la grosse maison, ils seront riches, alors que en réalité, quand on n'a pas le cash pour se payer ces choses en argent comptant, on va dire, eh bien, le moment où vous achetez la grosse voiture et la grosse maison, c'est souvent à crédit et c'est souvent le moment où vous perdez toute votre valeur nette puisque vous devenez hyper fauché par défaut. Forcément, quand vous venez de vous endetter de 300 000 euros pour acheter une maison, eh bien, ça veut dire que votre valeur nette plonge dans les abysses. Aux États-Unis, ils ont même un terme pour ça, donc les house poor, pour qualifier les gens qui dépensent tellement d'argent dans l'emprunt de leur maison ainsi que dans les travaux pour la maison, etc., qu'ils en deviennent complètement pauvres. Pour moi, ça s'applique aussi aux voitures, donc on pourrait même parler de car poor. Je connais des gens qui ont d'énormes voitures, en tout cas des voitures qui coûtent très cher et qui doivent complètement faire attention à ce qu'ils mangent, qui doivent limiter leur achat de nourriture ou qui mangent des pâtes toute l'année pour pouvoir se payer cette voiture de luxe. Et ce sont les mêmes personnes dont les enfants sont vêtus de haillons ou qui n'ont aucune activité ou qui doivent rester à la garderie de 7 heures du matin à 18 heures du soir. Donc ça, c'est vraiment, comment dire, ça vient en fait de la vision qu'on a de la richesse, alors que en réalité, vous pourriez posséder beaucoup moins et posséder des choses qui coûtent beaucoup moins cher, mais être riche en temps. Donc tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Pour moi, c'est ma version, enfin ma définition personnelle de la richesse, c'est pouvoir acheter de la nourriture de qualité à mes enfants, pouvoir leur payer des activités, avoir moi-même du temps libre, un minimum de temps libre, être voilà, détaché des emprunts, ne pas avoir de dettes et pouvoir en fait avoir de l'argent de côté, ce qui fait que si vraiment j'avais envie, je pourrais prendre du temps off, prendre voilà, des semaines sabbatiques sans en souffrir financièrement. Pour moi, c'est ça la richesse. Après, ça dépend de la vision de chacun, bien sûr, mais je pense que c'est quand même correct de dire que la plupart des gens pensent, et c'est ce qui pousse à la surconsommation, que quand ils vont posséder des signes de richesse, ils seront riches, alors que ça n'a rien à voir. L'apparence de la richesse et le fait d'être réellement riche, ce sont deux choses totalement différentes. Point suivant, en avoir les moyens. Une idée que j'ai bien aimée dans le livre de Pierre-Yves Maxwin, c'est le fait en gros, on ne peut pas se permettre de ne pas épargner. Déjà, pour moi, avoir les moyens de se payer quelque chose, c'est pouvoir payer les choses cash. Donc, par exemple, personnellement, j'ai pas de dette. Donc, je sais que s'il m'arrivait quelque chose, mes enfants n'auraient pas de dette. Ils n'hériteront pas de dette. Il y a pas ils auront rien à régler. Et d'un autre côté, pour moi, je me suis toujours dit, si je peux pas m'acheter, par exemple, cette grosse voiture en cash, ça veut dire que je peux pas me la permettre, tout simplement. Prendre un crédit. Vous avez compris, après quelques podcasts, je pense que vous avez compris que je déteste les dettes et les crédits. Mais voilà, et si vous achetez une grosse villa juste parce que vous avez des revenus élevés qui vous permettent de prendre un emprunt dont les mensualités sont dans vos cordes, on va dire, c'est pas pour ça que vous en avez quand même les moyens. Et donc, pour en revenir à ce que Pierre-Yves Maxwin écrit, donc il dit que, enfin, il met l'accent sur le fait que pour certaines personnes, il est plus important de s'acheter une grosse voiture ou de voyager chaque année plutôt que de mettre de côté pour sa vieillesse et pour l'avenir de ses enfants. Ça rejoint un petit peu les idées de l'auteur M.J. Desmarco qui a écrit L'autoroute du millionnaire. Lui aussi trouve que si vous ne pouvez pas payer quelque chose en cash, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre.
Et justement, pour ne pas devoir vous endetter et pour pouvoir vous permettre des choses importantes en cash, même des choses qui coûtent plus cher, exemple les études de vos enfants, il aura fallu épargner d'abord. Donc pour Pierre-Yves Maxwin, avoir les moyens, ça veut dire avoir prévu le prévisible et l'imprévisible pour pouvoir justement ne pas devoir s'endetter. Dernier point, quelques idées pêle-mêle. Une idée que j'ai tirée de ce livre aussi, c'est que réduire ses dépenses, c'est mieux que d'augmenter ses revenus imposables. Parce que finalement, c'est vrai, je l'ai vécu personnellement. On a un système, en tout cas dans mon pays, en Belgique, on a un système d'imposition sur le revenu au travail qui, en fait, est progressif. Donc, en dessous d'une certaine marge, vous n'êtes pas imposé du tout. Et puis, quand vous gagnez plus une telle somme par an, eh bien, cette deuxième tranche est imposée, par exemple, à 33%. Et puis, ça augmente jusqu'à 45%, etc. Et finalement, je l'ai remarqué il y a quelques années, comme ça, je m'étais vraiment tuée au travail. J'étais indépendante à l'époque. Je vous dis vraiment tuée au travail. Et au final, tout ce que je faisais, c'est que je payais une proportion de plus en plus grande de mes revenus en impôts. Et finalement, ça m'avait vraiment desservi parce que le temps investi, si vous voulez, le temps investi, euh, ça diminuait ma rémunération à l'heure, quoi, tout simplement. La rémunération nette, je veux dire. Et donc, effectivement, c'est vrai que autant autant diminuer les dépenses là où vous le pouvez plutôt que d'augmenter vos revenus imposables. Une autre idée que je vais mettre dans cette section, parce que j'ai plein de petites idées comme ça que j'ai tirées de ce livre, que j'ai trouvé intéressantes, mais c'était pas suffisant pour faire vraiment une grosse rubrique, pardon. C'est l'envie de posséder qui est en fait inculquée aux enfants. En fait, c'est très judicieux en fait quand l'auteur écrit ça. Il explique en fait que quand les enfants sont jeunes, on a tendance à les récompenser, à leur offrir des biens matériels plutôt que des activités. Et c'est vrai qu'en faisant ça, quelque part, on les conditionne à donner de l'importance aux objets et au matériel. Pour un anniversaire, par exemple, c'est clair, on se reconnaîtra tous là-dedans, mais quand un enfant a son anniversaire, on lui dit toujours, qu'est-ce que tu veux comme objet? Qu'est-ce que tu veux comme jouet? Et on lui dit jamais, est-ce que tu aimerais bien faire, je sais pas moi, une petite virée dans la forêt? Est-ce que tu voudrais apprendre des compétences de survie? Est-ce que tu voudrais, je sais pas moi, aller passer un après-midi chez les scouts? Enfin, je sais pas, des trucs que l'enfant peut apprécier qui sont pas matériels. Donc on les conditionne. Donc quelque part, cette attirance qu'on a tous pour le matériel, je pense que c'est d'une part un petit peu inné peut-être, hein, parce que forcément le matériel, ça vous aide aussi d'une certaine manière à survivre quand c'est pas exagéré. Mais la tendance à la surconsommation, ça, je pense que c'est vraiment inculqué aux enfants dès le plus jeune âge. Et le fait de thésauriser comme ça les choses qui sont matérielles, je pense que ça vient de là aussi. Troisième idée pêle-mêle que j'ai tirée de ce livre, c'est le fait qu'une maison n'est pas toujours un investissement. Effectivement, en fait, il souligne le fait que, enfin, Pierre-Yves Maxwin souligne le fait que si vous considérez que la maison que vous achetez à crédit, par exemple à l'âge de 25 ans ou à l'âge de 30 ans, et qui sera payée quand vous aurez, je sais pas moi, 50 ou 60 ans, si vous considérez que ça, c'est votre retraite, eh bien, vous n'aurez pas l'occasion de vivre dans cette maison, vous devrez la vendre et puis utiliser cet argent pour payer un loyer ailleurs. Donc, la maison, c'est pas toujours un investissement quelque part. Quatrième idée pêle-mêle, c'est que l'assurance est nécessaire seulement si on ne peut pas financer le risque. C'est vrai qu'on essaye de nous vendre tout un tas d'assurances et ici, je pense pas que je vais m'étendre très longtemps sur cette idée, mais je trouvais quand même que c'était intéressant à souligner parce que c'est vrai que ça me surprend toujours quand on essaie de vous vendre des assurances garanties prolongées, alors que, par exemple, pour un appareil électronique, vous avez déjà une assurance de 2 ans par le fabricant, garantie légale, et que c'est souvent, les prix sont souvent dérisoires quelque part. Récemment, j'ai dû faire changer mes pneus et on m'a proposé une assurance pneus. J'avais jamais entendu parler de ça avant, mais voilà, on m'a proposé de prendre une assurance au cas où un pneu prendrait une vis ou je sais quoi. Et c'était assez marrant parce que si vous voulez, le vendeur terminait de me dire que ces pneus-là étaient de très bonne qualité. Il me disait, mais oui, prenez cette marque-là, elle est vraiment très bonne, il tient bien la route, etc., etc. Et puis après, quand on conclut la vente, il me dit, et vous prenez aussi l'assurance pneus, enfin je sais même pas comment ils appellent ça, mais voilà, une garantie prolongée, quoi, on va dire, une assurance sur les pneus. Et j'ai refusé, bien sûr, mais c'était genre, c'était 30 ou 40 euros, je pense, alors que le set m'avait coûté, je pense, pas loin des 600 euros. Oui. Donc ça veut dire que c'était quand même un certain pourcentage en plus du prix pour rien du tout, en fait. Parce que bon, si jamais j'avais un pneu qui crevait à cause d'une vis, enfin déjà de un, j'essaierais de le faire réparer, ce qui peut-être ne me coûterait que 60 euros.
ou bien je pourrais à la limite, réparer, enfin le faire remplacer carrément si c'est juste un pneu donc voilà. Mais le vendeur insistait vraiment à fond et puis, on m'a déjà proposé aussi des assurances garantie prolongées pour un appareil qui coûtait, par exemple 100 €. Mais évidemment, ça a pas beaucoup de sens de prendre ce genre d'assurance parce que si jamais l'appareil rendait l'âme et c'est souvent pas le cas, bah, vous allez, juste racheter l'appareil parce que c'est pas un coût, les assurances que je trouve vraiment, très, très essentielles naturellement, c'est les assurances incendie pour un bâtiment, les assurances, responsabilité civile pour l'auto, de toute façon, c'est obligatoire. Voilà. Et surtout, une astuce que Pierre-Yves Maxwin donne dans son livre, c'est de toujours vérifier le prix des concurrents, parce que c'est vrai que d'une assurance à l'autre, on est parfois surpris, d'avoir des différences de quelques centaines d'euros. Ça, je l'ai remarqué aussi au niveau, de mes assurances. Voilà. Dernière rubrique de ce podcast, dépenser dans de bonnes actions. Ce que j'aime bien avec Pierre-Yves Maxwin, c'est qu'il a une façon parfois de dire les choses assez directe et en n'ayant pas peur d'aller à contre-courant. Et en fait, une des phrases que j'ai bien aimées dans ce bouquin, en fait, c'est un moment quand il dit que pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas son budget de Noël à la banque alimentaire plutôt que de dépenser 600 ou 700 euros. Je sais pas, il parlait d'un chiffre comme ça où il disait que grosso modo, le budget des fêtes de fin d'année pour beaucoup de gens était de 600 à 700 euros, je pense. Si je me souviens bien, je me souviens plus exactement de la somme dont il parlait. Mais grosso modo, il disait pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas son budget de Noël à la banque alimentaire plutôt que voilà, d'acheter plein de trucs dont on n'a pas besoin et de s'acheter la paix et donc de jouer avec ses enfants réellement, de passer du temps avec ses enfants réellement plutôt que de leur acheter des babioles dont ils n'ont pas besoin pour qu'ils nous laissent tranquilles en fait. J'ai trouvé ça fort comme remarque. Enfin, j'ai trouvé ça judicieux aussi. C'est vrai, on se dit pourquoi, si on est prêt à dépenser autant d'argent, pourquoi les dépenser dans des babioles en plastique qui vont juste rendre le monde pire encore, plutôt que de donner de l'argent, même si c'est pas 600 euros, mais donner un peu d'argent, par exemple, à une ONG ou même à un sans-abri qui est là dans la rue et qui fait ses fêtes dehors, quoi, par exemple. Voilà. Et cette idée, en fait, je l'ai trouvée aussi dans le livre de The More of Less de Joshua Baker. C'est un Américain, en fait, qui est minimaliste, très minimaliste, et il a une chaîne YouTube et il a écrit pas mal de livres sur le minimalisme et il parle aussi de ça, en fait. Et ça, c'est aussi une envie que j'ai eue au fur et à mesure de minimaliser ma vie. C'est avoir envie d'acheter moins, mais mieux. Et quand vous achetez moins, mais mieux, finalement, vous vous penchez plus souvent sur vos dépenses. Et je veux dire que quand j'étais plus jeune, enfin, il y a quelques années de ça, je regardais pas spécialement dans quoi est-ce que je mettais mon argent, mais vous savez bien que quand vous achetez quelque chose, c'est comme si vous votiez pour cette chose. Donc, quand vous achetez, je sais pas moi, des jouets à 2 euros dans un magasin de hard discount ou que vous achetez, je sais pas moi, des aliments qui ont été produits à l'autre bout de la planète dans des conditions super chimiques ou en ne respectant pas les droits de l'être humain, ou quand vous achetez des mauvais vêtements, personnellement, avant, je faisais pas trop attention. Enfin, j'ai toujours plus ou moins fait, enfin, j'ai toujours plus ou moins pensé à ça, mais je veux dire, il y a quelques années de ça, par exemple, je faisais pas trop attention à la quantité d'argent que je mettais dans chaque magasin. Alors que quand j'ai eu fini de minimaliser ma vie pour la deuxième fois, disons que la première fois que j'étais minimaliste, j'étais étudiante et donc j'avais pas d'argent à dépenser. Donc la question ne se posait même pas, en fait, en quelque sorte. Mais je veux dire, quand j'ai reminimalisé, donc là maintenant, avec des revenus et donc de l'argent à dépenser, eh bien, j'ai commencé en fait à regarder un petit peu où partait mon argent et à me dire, j'ai plus envie d'acheter des objets de mauvaise qualité, j'ai plus envie d'acheter des objets dont je n'ai pas besoin, et j'ai plus non plus envie de voter pour des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'ai envie d'avoir bonne conscience, j'ai pas envie de mettre mon argent dans des choses voilà, qui font du mal aux autres êtres humains, aux animaux ou à la planète. Et du coup, j'ai jamais fait de don à une ONG ou quoi jusqu'à présent, mais j'ai commencé à réfléchir à ça et à avoir envie, même de faire un don, je sais pas moi, à une école ou, vous savez, des choses qui sont, «pour la bonne cause» entre guillemets, qui plutôt que de mettre de l'argent dans des objets qui vont polluer ou qui ont déjà pollué par leur production et qui vont rendre notre vie encore plus compliquée, parfois j'ai vraiment envie de donner de l'argent à des choses qui respectent en fait, qui respectent notre habitat naturel. Par exemple, jusqu'à il y a 2 ans, je pense que j'ai jamais vraiment eu une fibre pour l'alimentation bio, mais j'ai commencé progressivement à remplacer certains aliments bio, enfin, je veux dire, à remplacer certains aliments non bio par des produits bio. Et finalement, le fait d'acheter moins de nourriture, ça fait que ça m'a dégagé une marge financière et donc
Malgré tout, j'ai quand même diminué la quantité d'argent que je dépense en nourriture. Mais même comme ça, du fait qu'on mange beaucoup moins dehors, qu'on mange beaucoup moins de produits transformés, etc., je peux quand même me permettre d'acheter certains produits bio, alors que je dépense, comme je vous ai dit, je dépense moins d'argent en nourriture qu'avant. Mais j'ai maintenant une proportion, je pense qu'on doit manger en bio peut-être 50%. Et par période, peut-être un peu plus que 50%. Je sais pas de faire, je suis pas puriste, je sais pas de faire 100% tout parfait. C'est pas possible pour le moment, mais peut-être que dans le futur, ce sera possible. Et ça, c'est le minimalisme qui m'a aidé par rapport à ça. Puis le fait d'avoir aussi beaucoup moins de vêtements. On vit tous, en fait, dans mon foyer avec beaucoup moins de vêtements, mais progressivement, du fait que on achète presque plus de vêtements, eh bien, quand un vêtement est vieux, quand il est vraiment usé jusqu'à la corde, celui qu'on rachète, il est bon. C'est en fibres recyclées ou biologiques, ou les deux. Enfin, j'essaie généralement d'acheter du coton. Et ça, ce sont des choses qui font énormément de bien quand vous commencez à voir en fait là où vous avez mis votre argent et qu'en fait vous n'avez pas pensé juste à vous, vous avez pensé aussi au reste, vous avez essayé de faire le bien autour de vous. Je vous assure qu'à la fin, quand vous vous rendez compte du résultat, vous avez tout plein de trucs autour de vous qui améliorent votre estime de soi. Donc moi, par exemple, quand je vois voilà, qu'on mange plus souvent bio, je me sens bien. Quand je vois qu'on mange moins chimique, je me sens bien. Quand je vois que je n'utilise plus de maquillage dangereux pour la santé, j'utilise uniquement du maquillage bio, dont les composants ne sont pas pleins de parabènes, de PFAS ou je ne sais quoi, donc pas des dérivés du pétrole, quoi. C'est juste de l'huile, des oxydes de métal et je ne sais quoi, dans des trucs relativement naturels. Eh bien, ça me fait du bien. Quand je vois que je mets de l'argent dans des bonnes causes, dans des activités, voilà, dans du sport par exemple, eh bien, je me sens bien. Par contre, maintenant, quand j'épluche mes dépenses et que je vois que j'ai mis de l'argent dans un magasin de hard discount ou que j'ai mis mon argent dans des objets qui font du mal à la planète, eh bien, je me sens mal et je me promets toujours la prochaine fois que je vais encore améliorer ma façon de dépenser. Donc voilà. Ici, j'en parle souvent, je pense, j'en parlerai encore souvent dans des articles ou dans des podcasts, mais ça, c'est vraiment un truc que je trouve hyper important, c'est de dépenser de manière intentionnelle parce qu'on croit toujours que notre action à nous n'a pas beaucoup d'impact, alors que c'est faux. Quand j'étais étudiante, j'étais végétalienne et à l'époque, l'offre en produits végétaliens, donc je sais pas moi, tofu, enfin, oui, le tofu, ça on en trouvait partout, mais je veux dire, des remplacements, comment je peux appeler ça en français, des remplaceurs de viande. J'essaie de traduire du néerlandais, mais quelque chose comme ça, voilà. Donc, vous voyez, des produits, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire, mais du fait que de plus en plus de gens sont devenus végétariens et végétaliens, bah, du coup, maintenant, quand je rentre dans les magasins, le nombre d'alternatives à la viande, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, ça, c'est lié au fait que les gens, en fait, chaque personne, à son échelle individuelle, s'est mise à acheter plus de certains produits. Et je suis persuadée que si on fait tous le même trajet, d'acheter moins mais mieux, d'acheter plus, si de plus en plus de gens se mettent à acheter bio, eh bien, l'offre en bio va augmenter. D'ailleurs, même dans les rayons de magasins de hard discount, maintenant, vous avez souvent des options bio. Pas pour tous les produits peut-être, mais c'est quelque chose qu'il y a 10 ans ou 20 ans, on ne voyait simplement pas. On ne voyait pas ça. Donc ça, c'est aussi lié au fait que les gens, à leur échelle individuelle, votent avec leur argent pour certaines pratiques. Pareil pour le maquillage, pareil pour la viande qui est issue enfin, où les animaux sont traités correctement, on va dire. Voilà, donc c'était une idée que j'avais envie de transmettre aussi. Et enfin, voilà, ce chapitre en fait, du livre m'a fait penser à ça. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. J'espère que vous appréciez le contenu. J'espère que vous appréciez également les idées que je transmets. N'hésitez pas à communiquer avec moi aussi pour vous me dire enfin, quoi vous pensez, rajouter des astuces, rajouter des idées, vous partager votre expérience. Ça m'intéresse aussi de savoir quelle est votre expérience à vous avec le minimalisme et avec la simplicité et aussi les autres sujets dont je traite sur mon blog et sur ma chaîne. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon blog. Il suffit d'aller à la fin d'un article et d'entrer votre adresse email. Vous serez notifié par email à chaque nouvelle publication d'article. Et sinon, à part ça, voilà, je vous souhaite juste une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un autre sujet.